Bienvenue à cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur une question vraiment fondamentale, je crois, qui nous touche tous de près ou de loin. Qu'est-ce qui fait un bon enseignant? Un enseignant marquant, quoi, à notre époque. Oui, une question essentielle. Alors, pour nourrir notre réflexion, on a deux sources très complémentaires. D'un côté, un article, disons un peu théorique, qui tente de dresser un portrait robot, là, avec 10 qualités essentielles de l'enseignant moderne. D'accord. Et de l'autre, beaucoup plus concret, les résultats d'une enquête menée auprès de 103 personnes. On imagine que c'est surtout des étudiants qui donnent leur vision, leur vécu de l'enseignant idéal. Ah oui, le terrain qui parle. Intéressant. C'est ça, donc notre mission, si on peut dire, c'est de croiser ces regards. Mettre en dialogue la théorie, bon, et puis le ressenti du terrain, pour essayer de voir ce qui, aujourd'hui, fait vraiment la différence dans la transmission, dans l'apprentissage. Les compétences techniques, bien sûr, mais aussi, et peut-être surtout, les qualités humaines, celles qui laissent une trace. Tout à fait. L'humain au cœur. Exactement. Alors, plongeons là-dedans. Commençons par la base, le socle indispensable, j'ai envie de dire. Sans grande surprise, l'enquête le montre, la compétence dans la matière enseignée, c'est cité. Oui, ça paraît logique. Logique. Avoir une bonne maîtrise de son sujet, savoir de quoi on parle, c'est mentionné une trentaine de fois. C'est important pour la confiance. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, c'est pas tout. La clarté de l'exposé arrive juste devant. Ah, T'insistes plus de 25 fois sur le fait de ne pas sauter d'étape, d'être vraiment explicite. dérouler le fil. C'est ça, et on voit aussi l'importance de la rigueur, bon, pour éviter les erreurs, et puis de l'organisation pour suivre une pensée logique, quoi. Absolument. Cette maîtrise du contenu, c'est le prérequis, on est d'accord, mais ce qui est vraiment frappant dans cette enquête, c'est l'insistance, énorme, sur l'adaptation des explications au public. C'est, de loin, la compétence pédagogique la plus citée. Presque la moitié des répondants. Ah oui, quand même. Ouais. Savoir s'ajuster aux différents niveaux, l'étudiant qui a du mal, celui qui comprend très vite, même quand le sujet semble évident pour l'enseignant, c'est cette capacité à se mettre à la place de l'autre qui est demandée. Se mettre à leur place, oui. Et ça fait directement écho à ce que l'article théorique appelle la capacité à aller à l'essentiel. C'est pas juste savoir, c'est savoir identifier les notions clés, les reformuler, simplifier sans appauvrir. C'est tout un art, ça. Un véritable art, oui, surtout aujourd'hui avec cette masse d'informations, et l'article le souligne bien, c'est précieux. Simplifier sans être simpliste, c'est pas facile. Et l'enquête, elle ajoute aussi une dizaine de fois quand même l'importance de prendre le temps de répondre aux questions. Hmm. Même si ça bouscule un peu le programme prévu, quoi. Exactement. C'est là qu'on voit la rencontre entre cette maîtrise solide et la capacité à rendre le savoir vivant, accessible pour ceux qui écoutent. L'article parle de simplifier, l'enquête d'adapter et de répondre aux questions. Les deux convergent. Les deux convergent vers cette pédagogie centrée sur l'apprenant, pas seulement sur le savoir lui-même. Il ne s'agit pas juste de déverser le savoir, mais de le sculpter pour qu'il soit reçu. Bien dit. Et ça nous amène tout droit au deuxième grand thème. Comment on passe de savoir à savoir transmettre de manière engageante. Et là, franchement, ça devient passionnant parce que les chiffres de l'enquête, ils parlent d'eux-mêmes. Ah oui. Le souci d'intéresser l'auditoire, de capter l'attention, de réussir à faire aimer sa matière est cité près de 40 fois. C'est énorme comme score. Ça montre bien que c'est pas juste une question de contenu brut. Non, clairement pas. L'emballage compte, si on peut dire. C'est un peu ça. Et pour y arriver, les répondants donnent plusieurs pistes. Le dynamisme, l'énergie dans le cours, ça revient une vingtaine de fois. Et au même niveau, l'humour. Ah, l'humour. Oui. Utiliser l'humour pour dédramatiser, pour détendre l'atmosphère, créer une connexion. C'est pas anodin, ça montre un besoin de rendre l'apprentissage moins austère, plus humain finalement. Tout à fait. Et l'article, justement, il capture bien cette idée avec le terme « l'art de motiver ». C'est pas juste faire passer le temps agréablement, c'est connecter le contenu aux intérêts réels des élèves, piquer leur curiosité, leur montrer pourquoi ça vaut le coup, Donner du sens. donner du sens, voilà. Et l'article ajoute une dimension intéressante. Il suggère que l'expérience de vie de l'enseignant, ses voyages, ses passions, ce qu'il fait en dehors de la classe, ça peut nourrir cette capacité à motiver. Ça rend les choses plus concrètes, plus incarnées. Oui. Et on retrouve ça dans l'enquête, même si c'est moins souvent cité, cette demande d'exemples concrets. Pour illustrer la théorie, ça aide à ancrer les idées. Hmm, Et il y a aussi une vingtaine de fois quand même cette idée que la passion de l'enseignant pour ce qu'il enseigne, c'est contagieux. Ah, ça c'est sûr.
Si l'enseignant est motivé, enthousiaste, ça se sent et ça peut allumer une étincelle chez les apprenants. Tout à fait. Et cette transmission, elle passe aussi par une certaine présence, presque une performance au sens noble. L'enquête le note. Être un bon orateur, parler distinctement, éviter la monotonie. Savoir tenir son public. Exactement. Occuper l'espace, gérer le rythme, ce sont des aspects importants pour maintenir l'attention. L'article ne le dit pas comme ça, mais quand il parle de confiance en soi comme première qualité, ça peut aussi englober cette aisance à l'oral, cette capacité à incarner son propos. D'accord. Donc on voit bien cette attente forte sur la capacité à rendre le savoir vivant, désirable même, mais on sent aussi qu'il y a autre chose qui pointe, peut-être encore plus fondamentale. Oui, on arrive à la dimension humaine, relationnelle. Et là, ça explose dans les résultats de l'enquête. Si on devait retenir un seul chiffre, ce serait celui-là. L'ouverture, la compréhension, l'écoute arrivent en tête de tout. Presque 50 mentions. Ah oui, c'est énorme. C'est colossal. Et les mots utilisés sont parlants. Être abordable, attentionné, prendre le temps de comprendre les difficultés, s'intéresser sincèrement aux élèves, montrer un côté humain. Le fameux côté humain. Voilà. Et juste derrière, avec presque 30 mentions, la patience. La capacité à répéter sans soupirer, sans s'énerver quand quelqu'un bloque ou a pas compris du premier coup. Ce qui arrive souvent en apprentissage. Bien sûr. Et l'enquête mentionne aussi le souhait d'un bon contact, que l'enseignant soit pas perçu comme froid, distant, qu'il puisse dialoguer, voire partager un moment plus léger. Il y a un besoin clair de bienveillance, de proximité. C'est fascinant de voir à quel point ce besoin d'humanité est central pour ceux qui apprennent. Et ça résonne incroyablement fort avec un des points clés de l'article théorique. L'humilité et l'humanité avant tout. Ah oui. Oui, l'article insiste là-dessus. Un enseignant inspirant, c'est pas une figure omnisciente, parfaite. Au contraire, c'est souvent celui qui ose admettre ses limites, reconnaître qu'il sait pas tout, qui est authentique, voire qui montre un peu sa propre vulnérabilité. C'est intéressant ça. Et cette humilité-là, loin d'affaiblir l'enseignant, elle semble renforcer la confiance. Elle rend l'apprentissage plus sûr, en fait. C'est peut-être un peu contre-intuitif pour certains qui associent enseignement et autorité sans faille. Exactement. Mais l'enquête va dans le même sens. Elle relève, même si c'est moins fréquent, l'importance de ne pas être méprisant, de ne pas prendre les élèves de haut. Cette humilité permet de se mettre à leur niveau. C'est ça. Et c'est là qu'il faut bien comprendre ce que l'article entend par là, confiance en soi, qu'il liste en premier. C'est pas l'arrogance, la posture de celui qui sait tout. Non. C'est plutôt une assurance tranquille, une solidité intérieure, basée sur la conscience de sa mission, de ses compétences. Et c'est justement cette confiance sereine qui permet l'humilité, qui permet d'être à l'écoute sans se sentir menacé. C'est elle qui fonde une autorité bienveillante. C'est un équilibre subtil alors, parce que l'enquête montre aussi clairement un besoin d'encadrement. Savoir se faire respecter, avoir de l'autorité, du charisme, tenir sa classe. C'est mentionné plus de 30 fois. Oui, ce n'est pas contradictoire. Comment on concilie ça alors, cette demande d'autorité et ce besoin d'écoute, d'humilité? C'est tout l'enjeu. L'idée clé, c'est pas l'un ou l'autre, mais l'alchimie des deux. L'autorité que demandent les étudiants, c'est pas une autorité qui écrase. C'est une présence qui structure, qui sécurise le cadre. Un cadre clair. Voilà. Et cette autorité, elle nous peut être légitime, acceptée, semble-t-il, que si elle repose sur cette base d'humanité, d'écoute, de respect mutuel. L'autorité découle de la confiance. Et la confiance est nourrie par l'authenticité, la bienveillance. L'un va pas sans l'autre, dans la vision qui se dégage. Très clair. Passons à une autre dimension, cruciale aujourd'hui, la capacité à naviguer dans ce monde qui change si vite. L'article met beaucoup l'accent sur l'adaptabilité et la flexibilité. Essentiel aujourd'hui. Il rappelle une évidence, mais qu'on oublie parfois. Chaque élève est unique. Son rythme, son style d'apprentissage, sa culture, ses besoins. Un enseignant moderne doit pouvoir jongler avec cette diversité. D'ailleurs, la FAQ de l'article suggère que c'est peut-être la qualité la plus essentielle face aux défis actuels. La flexibilité mentale, en quelque sorte. Oui. Concrètement, ça veut dire quoi, être adaptable? Varier ses méthodes? Individualiser? Probablement un peu de tout ça. Ça veut dire ne pas être rigide dans son approche, être capable d'ajuster sa pédagogie en fonction des réactions, des besoins qu'on observe dans la classe. Ça demande une grande capacité d'observation et une volonté de se remettre en question. C'est exigeant. Oui. Et dans cette même veine, l'article mentionne la compétence technique et numérique. Ah, le fameux numérique. Est-ce qu'il faut être un geek pour être un bon prof aujourd'hui? Pas forcément un expert absolu, l'article le nuance. C'est plutôt avoir une curiosité,
une ouverture d'esprit, une disposition à apprendre et à intégrer ces outils quand ils apportent une vraie plus-value pédagogique. Quand ça sert à quelque chose, oui. Voilà. Ils peuvent aider à différencier l'enseignement, à proposer des activités plus collaboratives, à rendre certains contenus plus accessibles, interactifs. L'idée, c'est pas la technologie pour la technologie, c'est la technologie comme un levier potentiel. Au service de l'apprentissage et de cette fameuse adaptabilité. C'est ça. Et selon l'article, ça renforce aussi l'efficacité et la crédibilité de l'enseignant dans le monde actuel. Donc adaptabilité aux individus, adaptabilité aux outils, au contexte. Et si on prend encore un peu de hauteur, ça touche à ce que l'article appelle l'autonomie intellectuelle et la curiosité. L'enseignant qui est lui-même un apprenant permanent, qui continue à lire, à se former, à s'intéresser au monde. Il est souvent plus inspirant, c'est vrai. Il incarne cette valeur fondamentale de l'apprendre à apprendre. Et cette curiosité, elle le pousse naturellement vers ce que l'article nomme joliment le courage pédagogique. Le courage pédagogique, qu'est-ce que ça recouvre exactement? C'est l'audace. L'audace d'oser sortir des sentiers battus, d'expérimenter de nouvelles méthodes, de nouvelles approches, même si ça marche pas toujours du premier coup. Prendre des risques. Prendre des risques calculés, oui. L'enquête mentionne d'ailleurs l'inventivité, même si c'est que 2 fois. C'est la volonté de ne pas tomber dans la routine, de tenter des choses pour améliorer sa pratique, pour mieux répondre aux besoins des élèves. Résister à la routine. C'est ça. Et on peut imaginer que l'expérience de vie dont on parlait tout à l'heure, ça peut aussi nourrir cette audace, cette capacité à penser différemment. C'est une forme de résistance créative à la standardisation en quelque sorte. On revient donc à cette idée d'un enseignant qui n'est pas seulement un exécutant, mais un professionnel réflexif, créatif. Ce qui nous amène au dernier thème Sénat. Comment cet enseignant assure l'encadrement et guide les enseignements avec justesse? On a parlé de l'autorité bienveillante, ce besoin fort dans l'enquête, savoir se faire respecter, le charisme. Mhm. Mais l'enquête ajoute une nuance intéressante. Cette autorité ne doit pas être telle qu'elle inhibe, qu'un élève ait peur de poser une question simple à son voisin, par exemple. L'équilibre est délicat. Très délicat. Et pour que cette autorité soit acceptée, productive, elle doit s'appuyer non seulement sur la confiance en soi, sereine de l'enseignant dont parle l'article, mais aussi, et c'est crucial, sur ce que l'enquête appelle des compétences en matière de jugement. Le jugement. Oui, au sens de discernement. Les personnes interrogées attendent de l'enseignant qu'il soit impartial, juste dans ses évaluations, ses décisions, pour éviter tout sentiment d'injustice ou de favoritisme. D'accord. Elles attendent aussi qu'il ne porte pas de jugement négatif sur l'élève qui échoue, qu'il ne considère pas que tout est évident pour tout le monde. Cette notion de justesse, elle semble fondamentale pour maintenir un climat de confiance. Absolument. Et l'article relie cette posture à une autre qualité importante, l'indépendance professionnelle. C'est pas faire n'importe quoi dans son coin, c'est la capacité de l'enseignant à analyser les programmes, les directives et à les adapter de manière réfléchie. En fonction des élèves qu'il a en face de lui. Exactement, en fonction des besoins réels et spécifiques de ses élèves. C'est savoir défendre ses choix pédagogiques, argumentés, en mettant toujours l'intérêt de l'apprentissage au premier plan, même face aux pressions, qu'elles soient administratives ou sociales. C'est une marque de professionnalisme affirmé, une forme de leadership pédagogique centrée sur l'élève. Bon, alors si on essaye de rassembler un peu toutes ces pièces du puzzle, qu'est-ce que tout ça signifie finalement? Quand on croise la vision idéale de l'article et puis les attentes très concrètes de l'enquête, le portrait qui émerge, c'est celui d'un véritable alchimiste. J'aime bien ce terme alchimiste. Quelqu'un qui, bien sûr, maîtrise son sujet, possède les techniques pour le transmettre, le savoir, et le savoir-faire, on est d'accord, mais ça, c'est que la moitié de l'équation. L'autre moitié, absolument essentielle, c'est cette forte dose d'humanité. L'écoute, la patience, l'humilité, la capacité à créer du lien. Mhm. Et par-dessus tout ça, une agilité constante. S'adapter aux individus, au contexte, aux outils, et rester soi-même curieux en apprentissage. Exactement. C'est un profil extrêmement riche, complexe, qui se dessine. Loin d'une simple liste de compétences techniques à cocher, quoi. Comme le souligne très justement la conclusion de l'article, l'excellence en enseignement, c'est pas un état final qu'on attendrait une fois pour toutes. Non, c'est un processus. C'est bien plus un chemin, une posture dynamique, une recherche constante d'amélioration, une pratique réflexive, nourrie par l'écoute active des élèves, l'engagement personnel, la passion de transmettre et le dévouement à ceux qui apprennent. Et c'est important de rappeler que ces qualités, elles sont pas forcément innées. Ah non, pas du tout.
Elle se développe, elle se cultive, elle s'affine avec l'expérience, les rencontres, les formations, la remise en question. C'est un processus continu. Et cette exploration, elle soulève une dernière pensée peut-être, une question qui dépasse le seul cadre de la salle de classe. En regardant ces qualités qui ressortent si fort, la clarté pour rendre les choses compréhensibles, l'art de motiver, de susciter l'intérêt, l'écoute profonde, bienveillante, l'humilité d'apprendre constamment, la flexibilité pour s'ajuster, Mhm. est-ce que ce ne sont pas, au fond, les ingrédients clés qui nous permettent à tous d'apprendre et de grandir, quelle que soit la source de connaissances ou l'interlocuteur? Qu'est-ce qui fait que, pour chacun d'entre nous, une information devient plus qu'une simple donnée, mais un véritable apprentissage qui nous transforme? Voilà peut-être une piste de réflexion personnelle pour prolonger notre discussion d'aujourd'hui.